La bière n'a jamais été aussi populaire, Je peux avoir de bière? puissante, Je veux une bière. novatrice. Et donc, tu m'en une bière aussi, s'il te plaît. Nouvelle appellation locale, Beer Craft, microbrasserie. Va boire un verre ou pour la peau au bar? Tous les 15 jours, Elisabeth Pierre reçoit des personnalités passionnées qui brassent l'univers de la bière d'aujourd'hui. Tu vas prendre une bonne bière et après au dodo. Bière, dodo. La Brasse, un podcast de Grande Contrôle. Bonjour, bienvenue dans l'émission La Brasse, la bière, la brasserie, on y parle de brasseuses, de brasseurs et tous les acteurs autour de la filière bière, des agriculteurs aux cavistes en passant par les restaurateurs, les distributeurs. Le thème de cette émission de La Brasse, c'est l'IPA Révolution. On parle donc d'un style aujourd'hui qui joue un rôle de plus en plus important en France et dans le reste du monde également. Et pourquoi parle-t-on de révolution? On va en parler avec nos invités. On parle de révolution d'IPA, bien sûr, particulièrement. Comment on va aborder ces 3 lettres de cet acronyme qui signifie donc India Pale Ale et pas Indian Pale Ale comme on peut le lire souvent. On l'expliquera aussi. Bref, c'est un mot anglais qui se prononce donc à l'anglaise, IPA, India Pale Ale. Et pour nous aider à y voir plus clair dans ce phénomène, j'ai le plaisir d'accueillir mes 2 invités. Bonjour Christelle Zamprogno. Bonjour. Alors 2 invités, je précise français, pour parler d'un style connoté anglo-saxon, donc qui vont nous donner un éclairage sur la révolution de l'IPA en France. Donc Christelle est caviste, elle nous vient de Cherbourg. Tu as fait le chemin, donc exprès, merci beaucoup. Et tu Avec as créé plaisir. ta cave à bière qui s'appelle Beers, Z à la fin, un grand Z comme ton nom, Zamprogno. Et tu as ouvert plus récemment une 2e cave également dans l'Essonne. Alors tu nous parleras bien sûr de ce phénomène, de comment toi tu le vis en tant que caviste et comment tes clients réagissent à cette nouvelle famille de bières en France. Nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Bogart. Bonjour Vincent. Bonjour Elisabeth. Merci aussi d'avoir fait le voyage depuis le Pas-de-Calais. Tu es brasseur à Aix-Noulette, donc joli petit village, pas très loin d'Arras. Tu as créé ta brasserie Saint-Germain avec ton frère Stéphane et un ami d'enfance. Hervé. Hervé. Tes bières, elles ont une particularité, elles s'appellent Page 24, petite allusion rapide à Hildegardemingen. Voilà. Ouais. Donc on racontera peut-être cet hommage aussi, mais j'en avais déjà parlé dans d'autres émissions sur le houblon. C'est une abbesse qui a été non seulement brasseuse, mais qui a surtout été une des premières à affirmer les bienfaits des houblons dans la bière. Et toi, Vincent, tu prônes depuis le début de ton aventure les houblons de ton terroir dans tes bières. Et c'est aussi parce que tu es un des rares brasseurs artisanaux français à bien connaître les États-Unis et d'ailleurs à y exporter tes Pages 24, je crois. Tout à fait, ouais. Voilà. Mais tout d'abord, c'est l'heure de déguster une bière. Alors, je ne vous cache pas qu'il s'agit d'une bière qui va avoir un petit rapport avec le houblon et avec le style IPA. On ne va pas dire ce que c'est. On va parler de la couleur. Elle est relativement dorée, on va dire, Oui. jaune doré, avec une belle mousse très blanche, bien dense la mousse. Très important, compact. très Ouais. compacte. Ouais. Alors au niveau du nez, il y a quelque chose de frappant là. Ce fruit. On est sur quelque chose de très frais, très vert, très fruité, qui pourrait même faire penser à un univers végétal herbacé, on va dire. Et en bouche, Alors, une pointe d'acidité, des notes fruitées, des notes en effet herbacées, une amertume qui est présente mais équilibrée. On a une pétillance qui est fine. l'acidité et l'amertume sont totalement, quasiment équilibrées en fait. Tout à fait. Il y en a C'est pas une bière qui est- gourmande. Mhm. Alors c'est une bière de toi, Vincent. Oui, pour moi c'est plus facile d'en parler. Donc tu peux nous en parler un peu plus en détail. C'est ta rhubarbe IPA. Donc, Alors c'est la rhubarbe IPA, voilà. Donc en fait c'est une bière au départ qu'on fait chez nous assez régulièrement. La rhubarbe, on l'exporte en Norvège et puis on était trop tôt en fait pour ce qui allait se passer sur la bière, que ça soit la bière à la rhubarbe, la chicorée, au miel. On était vraiment trop en avance. Et puis on s'épuisait un petit peu à essayer de défendre ce style. Et notre importateur norvégien avec qui on travaillait plutôt pas mal là-dessus, il l'annonce à un brasseur là-bas, Ketil de chez Diogn, qui dit écoute, t'en trouveras plus dans ton magasin préféré parce que on va l'arrêter. Et puis Ketil prend son téléphone, il dit hey, les gars, on va peut-être faire une collab. Il dit moi je maîtrise les houblons australiens, néo-zélandais, américains depuis longtemps et je vais venir chez vous et j'amène les sacs dans l'avion et on va faire une collab sur la base de la bière à la rhubarbe. Ok.
Il est venu, et puis alors là, pour nous, après, c'est une collab on avait fait que 40 hectos à l'époque, et puis on avait dit, non, c'est une collab, on arrête. Puis on est obligé et contraint, et même heureux maintenant de devoir la continuer, et on a leur accord, en fait, pour continuer à la brasser, malgré que Ketil est parti dans d'autres brasseries. On a toujours l'accord de Gnogno pour continuer à faire cette bière. C'est une belle histoire de collaboration qui dure, du coup. Ouais, et puis malgré quand on est sorti la version rhubarbe IPA, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout. Ça fait un peu plus de 8 ans qu'on fait ça. Tout le monde nous a vu un peu comme des extraterrestres avec ça. Et puis pour en finir, aujourd'hui, ça devient presque un classique, quoi. Donc, Et ce mélange de style anglo-saxon avec ce produit éminemment du nord, de ton terroir, puisque je crois que la rhubarbe utilisée vient de à côté de... Elle est aux alentours de 40 km autour de brasserie. Ouais. Donc là, c'est vraiment très intéressant de pouvoir combiner ces deux dimensions finalement dans cette bière. On la verrait bien avec quoi cette bière? Un petit fromage, non? Un petit fromage, ouais. Ça appelle le chèvre un peu, cette histoire quand même. Tout à fait. Et puis peut-être aussi une tarte aux fraises. On va revenir donc à notre révolution à IPA. IPA révolution, qu'est-ce que ça veut dire en fait? On va faire un tout petit retour sur l'histoire, parce que quand on parle de l'histoire de l'IPA, on entend toujours un petit peu une version, on va dire relativement simple, une histoire de bateau, de longs mois en bateau, de bières plus houblonnées, etc. En fait, la vraie histoire, ça c'est pas un peu la légende, parce que la vraie histoire, elle est un peu plus complexe et un peu plus compliquée que ça. Et d'ailleurs, on n'est même pas certain de la connaître réellement. On va peut-être juste donner 2 dates. On est en Angleterre, bien sûr. On est là, pour le coup, complètement dans une naissance de style en Angleterre. Et on parle souvent du XVIIIe siècle, voire du XIXe siècle dans l'apparition du mot IPA. Le mot IPA lui-même est en fait la dénomination India Pale Ale est apparue en 1835, donc pratiquement plus d'un siècle après le début des exportations vers les Indes, et sous la forme d'East India Pale Ale. Donc en fait, c'était la référence à cette compagnie East India Company qui avait popularisé cette pratique. Mais au final, ces bières très houblonnées anglaises, elles remontent à 1700. Donc on est beaucoup plus tôt que le XVIIIe siècle. On va repartir un petit peu sur la vision d'un brasseur, donc sur ce style d'un brasseur français, donc éminemment américain dans ce style, puisque la Renaissance, elle est repartie des États-Unis dans les années 70. Alors, bien sûr qu'on va parler des houblons américains, je pense. En fait, ils ont cultivé et ils ont développé aussi des houblons en fonction de leur terroir. On a essayé, nous, dans le Nord, et on continue de planter des variétés libres de plantation, où il n'y a pas de copyright dessus. Dans le Nord, on a essayé avec le Cascade, il y a déjà quelques années, et les arômes sont très bien, mais c'est pas le Cascade US en fait qu'on a l'habitude. Mais par contre, il se tient plutôt pas mal, donc on a réussi à faire d'autres choses avec. Notamment la Malteops, qui n'est pas du tout une IPA, mais qui est plutôt une bière très houblonnée. Une bière très houblonnée, et ça j'y tiens en fait à ce qu'on garde ce terme de bière très houblonnée et pas IPA à la française ou autre comme certains pourraient. Je peux comprendre que certains le fassent, mais après j'ai peur qu'on oublie justement ce style bière houblonnée. Et puis à force d'aller aux États-Unis, nous on a commencé à goûter des choses un petit peu trop en avance. On savait déjà à peu près ce qui allait se passer, mais nous on est revenu dans nos valises avec des choses trop en avance. Même là on a encore plein d'idées, mais on est un peu échaudé des fois de les sortir en premier parce que c'est toujours très compliqué après. Ouais. Et donc par rapport à cette origine américaine, on a maintenant des variations belges, donc françaises bien sûr, des variations également sous forme impériale. Alors Christelle, cette richesse de ramification de la branche IPA, tu la vis comment toi dans ta cave? Alors j'ai fait l'exercice, j'ai compté le nombre de sous-styles d'IPA dans la cave. Donc j'ai une centaine de références, un gros rayon IPA qui est un petit peu moteur de la cave quand même. C'est énorme. Hein. Et j'ai 14 sous-styles, mine de rien. Donc il y en a certains qui sont référencés, qui sont écrits dans les guides, et puis d'autres qui apparaissent parce que mine de rien les brasseurs se renouvellent constamment sur ce style. Ce qui fait le bonheur évidemment des consommateurs d'IPA parce qu'ils sont toujours en recherche d'expérience, de nouveautés. Tu peux nous en citer un ou deux par exemple? Alors les styles, allez, on va mettre des sour IPA, ouais, des double dry hopping IPA, milkshake IPA, New England IPA, black IPA, ça va vraiment dans tous les sens en termes de goût et en termes de douceur. C'est assez dingue. Donc on s'éloigne un petit peu du coup des West Coast initiales, Vincent. Ouais. Moi, ce qui me dérange là-dedans, enfin c'est bien, il faut aussi que ça évolue et puis on peut pas tout le temps rester sur les mêmes styles, mais c'est que justement ça aille trop vite et qu'on oublie certains styles. Eux, les Américains, ça fait 25 ans qu'ils sont dedans et ils sont venus dedans, mais un petit peu au fur et à mesure. Nous, aujourd'hui, on sort un style parce qu'en
fait, il suffit d'aller regarder sur Internet, c'est tellement facile par rapport à il y a 16 ans. Ah bah tiens, un tel, il a sorti New England, l'autre il a sorti ceci, l'autre il a sorti cela, et tout le monde se met à faire ça, et en fait, on en oublie certains styles, et on va même les oublier pour longtemps, parce que il y a des choses qui vont passer un petit peu à la trappe. Ça, c'est le petit côté qui m'embête, mais après, du moment qu'on s'éclate, il n'y a pas de problème, et puis on y reviendra, de toute façon. On y reviendra. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, Ouais. c'est un peu cyclique. Hein. Oui, tout est cyclique. Les Américains, moi, allez, ça fait une petite dizaine d'années que je vais là-bas, sur des festivals, donc c'est Shelton, c'est un festival assez représentatif, et tous les ans, je leur pose la question, mais quand est-ce que ça s'arrête chez vous? Et en fait, non, oui, ils sentent une petite baisse, mais c'est pas non plus énorme. L'IPA a encore des beaux jours devant elle, enfin, ce style a encore des beaux jours. Il y en a encore pour un moment. Moi, je dis que le retour de la Pils va revenir. C'est la prochaine. Ouais, mais c'est encore long. Prochaine révolution, du coup. Tout à fait. Pour en revenir à l'IPA, on est sur une boisson qui est assez fragile, qui a besoin d'être gardée au frais. Hein. Comment tu fais? J'ai la chance d'avoir une cave à Cherbourg. On dépasse jamais les 18 degrés. Non, j'exagère. Je vais me faire taper dessus. Non, du coup, j'ai une réserve qui est très, très tempérée. Et puis, du coup, j'ai un rayon où je mets très, très peu de références. J'ai pas de frigo pour conserver mes IPA, mais j'y fais très, très attention. Donc, conseiller aux auditeurs, surtout, ne gardez pas vos IPA en cave, ça ne sert à rien. Buvez-les les plus Fraîches possibles en termes de date. Hein. Et on a aussi un phénomène qui va changer un petit peu les habitudes du coup des clients. Comment tu les ressens, toi, tes clients, face à cette révolution IPA? Moi, je trouve que ce style est une vraie porte d'entrée dans le monde brassicole. C'est-à-dire que j'ai vu énormément de gens qui arrivaient en cave en pensant qu'ils n'aimaient pas la bière et qui ressortaient en ayant goûté une bière à la pression, une IPA à la pression, et en se disant « mince alors, j'ai découvert quelque chose ». Et quand je dis ça, ça va de ma belle-sœur à mes amis proches, à de nombreuses clientes. C'est très féminin, mais également masculin. Les gens arrivent en disant j'aime pas l'amertume. En 2-3 questionnements, en un test, on leur montre que a priori c'est pas l'amertume qui les dérangeait dans la bière. Et de là s'ouvre un fabuleux terrain de jeu pour ces gens qui aiment le houblon. Après 2 ans d'ouverture de cave, ce qui est intéressant à noter, c'est que ces gens qui ont du coup appris à aimer la bière avec l'IPA, maintenant commencent à aller sur les noirs, commencent à aller sur les sours, commencent à aller sur des pils. Exactement. Et c'est peut-être important aussi de rappeler que les IPA sont évidemment des bières amères, avec de l'amertume bien sûr, mais avant d'être amères, ce sont d'abord des bières aromatiques. Tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Ouais. Moi, c'est le côté que j'aime bien en fait de l'IPA, c'est surtout le côté aromatique que je garde. C'est aussi, alors ce que certains voient comme une carte de visite chez nous, et des fois ce qu'on nous reproche. Alors ça dépend quel est le niveau du consommateur. C'est que toutes nos bières en fait chez nous, il y a une signature, c'est l'équilibre. Ça, c'est important. Il n'y a pas une dominante plus. Alors, des fois, oui, on s'est déjà amusé à faire des trucs plus, mais c'est vraiment la signature de la brasserie, quoi, en fait. C'est l'équilibre. On peut préciser d'ailleurs que tu fais une IPA, donc et une double IPA, ouais. Bien sûr, Ouais. qui ont toutes les deux des profils et des identités très très marquées. Ouais, et qui marche très bien. Voilà. Ouais. Avec quoi ça va bien une IPA? On nous demande souvent avec quoi ça va bien, avec quoi on peut les marier, les IPA, dépendamment bien sûr de leur famille aromatique, mais globalement. Globalement, l'IPA, c'est intéressant parce que justement, ça ramène aussi la bière à table. Donc, l'IPA avec le fromage, mes fétiches, ça va être une double IPA avec un bon roquefort. Une double IPA ou une IPA bien aromatique et un petit peu sèche sur un beau comté 18 mois, ça va être chouette. On peut aller sur les chèvres, on peut aller, les bleus, je l'ai déjà dit. Mais disons que voilà, le monde du fromage est très très réceptif aux IPA. Et puis après, derrière, tous les plats un petit peu exotiques. Le monde des épices. Voilà, donc, le monde sûr. des épices, des herbes. Du feu, de la chaleur. Exactement, dès qu'on a un peu de piment, l'IPA va révéler ça magnifiquement. J'aime beaucoup aussi, moi, avec le poisson. Le poisson adore l'IPA et les fruits de mer également. Et toi, Vincent, ton plat fétiche avec tes IPA? Alors moi, je suis tombé dans un bar ici à Paris, un bar irlandais avec du Stilton. Ça a été un mariage avec la rhubarbe, ça a été terrible. La rhubarbe IPA avec un Stilton. Bon, ça, prochain essai donc. C'était génial. Ouais. Alors, on va continuer à rêver sur les IPA que tu vas nous élaborer, Vincent, dans le futur, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, j'imagine. Non, il y a encore plein de petites choses prévues. Ouais. Ce terrain de jeu, donc, sur la créativité des brasseurs, ne peut que se développer. Donc, on va même parler de IPA évolution. En plus d'une révolution, donc c'est sur le long terme. On se retrouve bientôt, à très très vite. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous parler Isabelle. Merci. IPA. C'était La Brasse, un podcast de Grande Contrôle à consommer sans modération. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et des petits commentaires. Mais à partir de ce soir, faudra en désigner un qui boira pas pour amener les autres. À écouter sur toutes les plateformes de podcast.